8h19 sur Europe 1, en direct, en vidéo sur europe1.fr. Thierry Guerrier, votre invité aujourd'hui. Christian Estrosi, député maire de Nice. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour Thierry Guerrier. On va parler pouvoir d'achat, règle d'or avec vous, mais d'abord, nous sommes presque jour pour jour, un an après le discours de Grenoble sur la sécurité, au cours duquel Nicolas Sarkozy s'en était pris au Rhum notamment, et vous aviez, invoqué les questions de vidéosurveillance, de sécurité et de sanctions éventuelles des maires. Alors le constat, un an après, de l'Observatoire national de la délinquance, c'est que les violences à la personne n'ont cessé d'augmenter sur un an, plus 2,3% à l'échelon national. Tout ça pour ça ? Non, parce que tout cela nous a permis malgré tout, rappelez-vous la situation de Grenoble, des émeutes pendant des semaines, des menaces de mort à l'égard de policiers et de gendarmes. Est-ce qu'on va trop loin en matière de sécurité ? Dans ce domaine-là, on ne va jamais assez loin. Je pense qu'il n'y a jamais assez de considération à l'égard des victimes, jamais assez d'attention à l'égard des pauvres gens qui sont les principales victimes des voyous et des délinquants. Mais aujourd'hui, pour que la Villeneuve à Grenoble, le calme soit maintenu, il faut en permanence des policiers, en permanence des unités de CRS. J'en reviens à ce que je disais à l'époque. Toujours des policiers, vous pensez que la réponse n'est que policière ? Non, mais c'est nous qui vous posons la question. Mais bon, mais moi, chaque fois qu'on parle sécurité, on parle policiers. Bien sûr qu'il faut des policiers. Bien sûr qu'il faut une police de plus en plus expérimentée, de plus en plus dotée d'infrastructures et de moyens de haute technologie, tels que la vidéosurveillance, par exemple. Mais il faut aussi une justice qui complète parfaitement l'action de la police. Et dans ce domaine, je regrette personnellement que dans le domaine de la garde à vue, on ait pris des dispositions législatives qui affaiblissent en matière de justice l'action policière. D'ailleurs, c'est moins 25% de garde à vue et moins 2,5% de taux d'élucidation. Qu'est-ce que j'avais dit, moi, à Grenoble ? Il faut responsabiliser les élus locaux. La loi, c'est la loi. Ça avait déclenché un tollé, l'idée qu'il faille sanctionner vos collègues. Oui, mais moi, maires. j'aborde toujours le volet social. Voilà, et je n'en ai jamais changé. Et la responsabilité d'un maire est une responsabilité de justice sociale, de justice et d'équité, et notamment en matière de prévention. C'est la loi de 2007 qui confie au maire la responsabilité de la prévention. Si un maire ne fait pas à fond la politique de prévention qui doit être la sienne, sanctionner vos collègues maires, c'est fini. Mais écoutez, quand le président de la République dit qu'il faut sanctionner les magistrats, pourquoi ne dirais-je pas de mon côté, dans le domaine de la compétence des maires ou des municipalités, pas des maires, des municipalités, je ne m'attaque pas aux personnes. Lorsqu'il y a une faiblesse dans l'action de prévention, ça se mesurerait comment, Conseil des droits et des devoirs des familles, par exemple, pourquoi y en a-t-il si peu qui sont installés alors que c'est la loi qui l'impose ? Des contrats de prévention de sécurité et de lutte contre la délinquance, donc vous des persistez partenariats dans cette idée entre police municipale et police nationale. Oui, comme on le fait pour la loi SRU sur le logement social, je pense qu'il faut évaluer les bilans des mairies et en fonction de cela, donner des bonus et des malus. Alors, depuis que vous avez quitté l'UMP, depuis que vous avez quitté le gouvernement, vous voyez le lapsus, ce virage politique où vous dites, mais il faut... Je ne quitterai pas l'UMP, que chacun se le dise. J'ai des combats à mener, mais je les mène à l'intérieur de ma famille politique parce que j'y suis fidèle. Oui, je disais, évidemment, on avait noté que j'avais fourché que depuis que vous avez quitté le gouvernement, ce virage critique à l'égard de l'UMP, et notamment sur le terrain du social, que votre parti ne pratiquerait pas assez, selon vous, eh bien, ce virage n'est pas passé inaperçu. Qu'est-ce que vous attendez de l'UMP sur ce terrain davantage des questions sociales aujourd'hui ? D'abord, ce n'est pas un virage. Je vous rappelle que j'étais ministre de l'aménagement du territoire. J'ai voulu la justice et l'équité pour tous les territoires de France, et notamment les plus reculés et les moins favorisés, notamment dans la ruralité. J'étais ministre de l'Outre-mer. J'ai voulu donner à la France des trois océans le meilleur pour chacun de ces territoires. J'ai été pendant 1 an et demi au cœur de la crise, ministre de l'Industrie. J'ai mené des combats pour pouvoir sauver des entreprises dont on disait qu'elles étaient condamnées. Je le dis, mais ça c'est le passé. La question c'est demain. Oui, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas un virage social de ma part. J'ai toujours été d'abord dans la justice sociale. C'est mon combat de tous les instants en tant qu'élu local ou en tant que responsable national. Et alors votre exigence, et aujourd'hui, je le dis, je suis malheureux de voir que ma famille politique, qui doit être le parti du peuple, je dis bien le parti du peuple, parce que c'est sur ces valeurs que Nicolas Sarkozy a gagné en 2007, quelque part donne de plus en plus l'image d'un parti libéral. Ça n'est pas comme cela, je pense, que nous pourrons aller vers la victoire aux prochaines élections présidentielles. Il faut plus de pouvoir d'achat, il faut plus de justice et d'équité pour les moins favorisés. Mais nous voyons les bas salaires qui restent au même niveau et nous voyons en même temps que les matières premières, les matières de première nécessité, le beurre, le lait, l'huile, tout
ce qui est Christian essentiel Estrosi, pour nourrir sa famille on ne vous cesse entend, de mais monter on à n'oublie cause de pas- la surenchère de la grande distribution. Vous faites, on va y revenir, vous faites référence à Nicolas Sarkozy, 2007, qui se voulait le président du pouvoir d'achat. 2012, il va faire comment s'il doit réutiliser cet argument avec le constat que vous venez de faire, notamment sur la grande distribution? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Eh bien, je propose aujourd'hui un texte de loi en 3 points qui a été déjà co-signé par plus de 80 députés UMP. Ça démontre bien que dans ma famille politique, on soutient ce combat pour la justice sociale que je mène, notamment imposer une marge maximum de 20% sur chaque produit de première nécessité Vous voulez, vendu. vous voulez Vous vous rendez compte fixer qu'aujourd'hui, précisément les marges la de la grande distribution distribution. est arrivée à un taux de 100%, c'est-à-dire que sur le dos des producteurs, comme sur le dos des familles les plus modestes, on a fait de la spéculation sur les matières premières. Et on le verra encore à la prochaine rentrée scolaire sur les matières essentielles en matière de fourniture scolaire. Deuxièmement, obliger les distributeurs à donner leur marge nette. Je veux qu'elles les affichent pour que toute la transparence soit faite. Et enfin, obliger les grandes surfaces à avoir un tableau à disposition du client avec le prix acheté au producteur, le prix de vente au distributeur et le prix vendu au client pour chaque produit. Au moins, on saura où on en est et en même temps pour imposer des règles qui feront que nous réussirons à contenir la montée des prix en même temps qu'on pourra redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Mais je vais ironiser, vous êtes candidat aux primaires socialistes? Absolument pas. Je fais partie de ce que l'on appelle les gaullistes sociaux depuis le premier jour où j'ai fait de la politique et même dans mon adolescence, dans mon collège. Je me défendais déjà ces notions auxquelles je croyais profondément. C'est pour cela que je suis engagé en politique. Mais ces nouvelles règles que vous suggérez aujourd'hui... Ce ne sont pas des nouvelles règles. Que vous voulez imposer à la grande distribution, vous pensez qu'elles passeraient par une proposition de loi que vous déposez? Vous imaginez vos camarades UMP signer cette proposition de loi et la voter? Il y en a plus de 80 qui l'ont déjà signé. Je suis sûr qu'ils seront beaucoup plus nombreux à l'arrivée. Vous savez, dans ma ville, je pratique le pouvoir d'achat que je veux rendre à l'ensemble de mes habitants, que ce soit avec la baisse du prix des cantines scolaires, que ce soit avec l'accession gratuite aux clubs sportifs en prenant en charge leur licence, le transport à 1 euro, quelle que soit la destination dans le tramway ou le bus. Et je pourrais multiplier les exemples parce que je sais que c'est si difficile pour un certain nombre de familles qui voient leur salaire stagner, les minima vieillesse qui n'ont pas beaucoup progressé et par contre la grande distribution qui ne cesse d'exagérer sur la montée des prix des matières premières. Si ce n'est le Premier ministre François Fillon lui-même, Xavier Bertrand par exemple, mais que ce gouvernement ne l'a-t-il déjà instauré n'est pas très éloigné de cette position, le Premier ministre non plus. Après tout, le travail d'un parlementaire, c'est aussi ma force d'être aujourd'hui un parlementaire redevenu libre dans ma formation politique pour essayer de faire bouger des lignes. Quand on voit, on l'a évoqué ce matin sur Europe 1, quand on voit que le gouvernement qui racle les fonds de tiroir cherche à exploiter, si ce n'est totalement utiliser le 1% logement aujourd'hui et récupérer cette manne, plus de 3,4 milliards à son profit, je dirais pour la politique de l'ANRU par exemple. Ma part de liberté serait de m'y opposer. Je le dis très clairement. Parce qu'on ne peut pas prendre sur le dos des entreprises au risque de leur faire perdre de la compétitivité et pire encore sur le dos des salariés, ce qui aujourd'hui aide notamment les collectivités à construire du logement social. On a besoin de logement social dans notre pays, on ne peut pas le prendre sur le dos des salariés. Le déficit, on doit le combler autrement. Vous qui êtes député, vous avez reçu la fameuse lettre du président Sarkozy aux parlementaires pour la règle d'or? Et elle est exemplaire. Elle est exemplaire. Et j'appelle sur tout ce le terrain, monde. vous n'êtes pas critique. Vous considérez que après avoir augmenté les déficits, mais le président de la ans, République, qui s'est montré dans cette crise extrêmement responsable, qui a démontré à quel point la France restait un pays de référence dans le monde entier. Regardez les difficultés des États-Unis après celles de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce. Aujourd'hui, imposer une règle d'or pour les générations futures, pour que nous soyons sur un équilibre budgétaire parfait. Mais à quoi ça sert dès lors que celui qui souhaite imposer cette règle, c'est sous son mandat, c'est les socialistes qui le soulignent bien sûr, et la Cour des comptes surtout, que 2/3 des déficits accumulés depuis 2007 et depuis la crise en particulier sont liés surtout à la politique fiscale. Mais c'est faux, c'est l'héritage de 20 ans, 30 ans de politique de gauche comme de droite. Vous voyez, je ne suis pas partisan, je le dis. Monsieur Jospin n'a pas su faire bénéficier notre pays des fruits de la croissance à un moment où elle était sans précédent et où nous aurions pu réduire considérablement les dettes et les déficits qui étaient les nôtres pour avoir une position saine. Ce que propose le président de la République, au cas même où les socialistes l'emporteraient l'année prochaine, c'est de leur laisser une situation plus saine. Bien évidemment, je n'imagine pas ce cas de figure. Nous aurons une situation qui nous permettra de relever de nouveaux défis grâce à Nicolas Sarkozy.
Mais sur ce terrain, j'appelle les socialistes simplement à de la responsabilité. J'avais D'ailleurs, noté, je m'intéresse à ce qui se passe aux États-Unis, parce que lorsque M. Obama essaie de rapprocher les positions des démocrates et des républicains d'ici le 2 août prochain, je me demande s'il ne réussira pas à rapprocher leurs positions. Et alors là, je poserai la question aux socialistes, qu'est-ce que vous faites là où les Américains se montrent exemplaires? J'avais noté cette remarque acerbe d'une de vos consoeurs députée, de secrétaire nationale adjointe de l'UMP, Mme Rosselebord, qui dit avec des amis comme Estrosi, on n'a pas besoin d'ennemis. Vous venez de la faire mentir ce matin à propos du président de la République, au moins sur un point, cette question de la règle d'or. Non, sur de nombreux points, vous savez, je pense que ça a été un formidable capitaine à la barre pendant cette crise. En tant que ministre de l'Industrie, il m'a beaucoup soutenu, notamment sur l'intervention qui nous a permis de sauver bon nombre d'entreprises, là où dans le gouvernement, je n'avais pas que des amis. Et lorsque je vois que j'ai pu faire livrer dans ma ville, sur la commande de la ville de Nice, des véhicules Liège, il y a 48 heures de cela, sauver 450 emplois, 600 emplois aujourd'hui. Quelle pirouette pour conclure cette interview. Mais non, mais c'est la réalité. Appelle, et je dis à Valérie Rosselebord, qui est une jeune députée qui manque un peu d'expérience, que dans sa famille politique, on ne s'attaque pas aux personnes. On défend des idées, et moi je défends des idées de justice sociale parce que je pense que ce sera une part de la clé du succès du président Nicolas Sarkozy en 2012. Merci Christian Estrosi. Ce sera le mot de la fin. Merci également Thierry Guerrier.